Bonjour Thierry Breton, Bonjour. merci d'avoir tenu ce rendez-vous. Je sais que vous tenez toujours les rendez-vous de nos invitations, on vous invite souvent et c'est normal. À Paris, à Marseille. À Paris, à Marseille. Alors à Marseille, il y a quelques mois, vous étiez en pleine conclusion de l'IA Act. Vous aviez un petit peu piqué, j'allais dire, un petit coup de gueule contre les lobbies. C'est vraiment pas mon genre. Et puis, ce IA Act s'est terminé. Il Oui. continue de faire la polémique, parfois sur certains sujets, on va en reparler, mais il est là. Pour commencer peut-être, puisque nous sommes à... Je commençais la réunion ce matin en disant nous sommes à quelques mois des élections européennes. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à ce qui a été fait au cours de ce mandat, auquel vous avez contribué énormément sur le numérique, on peut dire qu'il y a un réarmement numérique de l'Europe face aux big tech américains? Est-ce qu'aujourd'hui, on a mis en place les premières conditions pour pouvoir organiser une forme de contre-attaque? Bon, j'aime pas, enfin, je respecte évidemment la façon dont vous posez les questions. Philippe Mabille, je vais pas intervenir, mais j'aime pas cette façon parce que on n'a pas fait ça contre, on a fait ça pour. On avait en fait un espace informationnel qui était fragmenté. On avait en fait 27 régulations différentes, on avait 27 régulateurs, on avait 27 façons d'appréhender en fait notre espace numérique et au fond, on n'avait pas de marché intérieur numérique. Alors on avait un marché intérieur pour les produits, les personnes, les services, mais ce qui a fait entre autres la force des États-Unis, mais aussi de la Chine, c'est que lorsque les jeunes, il y a de cela maintenant une vingtaine d'années, ont décidé d'abandonner leurs études après un an d'études de première année de collège pour aller monter un annuaire, ce qui n'était pas de la rocket science et qui est devenu Facebook, bah, ils ont pu le faire parce qu'il y avait le marché intérieur immédiat et que la profondeur était là. Ça ne retire en rien du reste sur la qualité entrepreneuriale ou de marketeur. Mais nous, alors qu'on est un marché numérique qui est 1,5 fois supérieur au marché américain, 450 millions de consommateurs contre 330, ben, on était fragmenté et c'est vrai qu'on a raté cette première vague donc de la révolution, de l'évolution des données personnelles qui a donné lieu évidemment à la création en particulier des GAFA. Alors maintenant on rentre dans la deuxième phase qui est la phase des données industrielles qui est encore plus importante. On génère beaucoup plus de données dans notre vie quotidienne que uniquement en échangeant des informations comme on le faisait il y a 20 ans. Et donc il s'agissait d'organiser notre marché intérieur pour avoir enfin cette profondeur. Et c'est vraiment comme ça que j'ai conçu. Donc d'abord le DGA, qui nous a permis d'essayer de voir quelles données appartenaient à la sphère privée et quelles données appartenaient à la sphère publique lorsque c'était la sphère publique qui en était l'émetteur. Ensuite, ça a été évidemment le DSA pour mieux organiser notre vie dans l'espace informationnel et en essayant le plus possible de commencer à mettre les lois qui nous régissent, qui régissent notre vie dans l'espace physique, dans l'espace informationnel, avec évidemment les éléments de protection qui vont bien, la protection des libertés, la protection de l'état de droit. Ça a été le DMA pour donner ensuite des règles qui nous permettent de respecter la concurrence, d'éviter les monopoles, les effets de préemption et notamment pour les gatekeepers, c'est comme ça qu'on les appelle. Ça a été enfin le Data Act pour nous permettre, là encore, dans toutes les données qu'on va générer, de mettre tout simplement, je dirais, des règles assez simples. À qui appartiennent mes données lorsque je conduis? À qui appartiennent mes données lorsque j'ouvre mon réfrigérateur et qu'il y a des informations qui sont émises? À qui appartiennent mes données lorsque ma montre connectée envoie des informations? Donc tout ça, c'est réglé maintenant de façon simple pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté et qu'on ne soit plus là aussi dans un Far West avec des class actions tous les jours. Et puis enfin, donc, les AI Act, avec évidemment une régulation sur les risques. Je rappelle, c'était ça la base de l'AI Act, pour mieux contrôler les risques de cette nouvelle évolution technologique qui va bouleverser dans bien des égards notre vie quotidienne et avoir uniquement là aussi des règles assez simples qui fassent finalement de notre marché intérieur un vrai marché, enfin, avec évidemment tout ça, ce sont des règlements par rapport aux directives, c'est-à-dire c'est d'application directe, c'est les mêmes pour tout le monde, les 27, un seul règlement, un seul opérateur pour faire respecter le cadre réglementaire et donc enfin un marché unique intérieur. Alors derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les régulations que nous avons mises en place sont des régulations ex ante, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir la chance de pénétrer, de rentrer, d'offrir ses services sur le premier marché numérique du monde libre, donc tout le monde est bienvenu, mais il y a des règles.
Et si on ne respecte pas ces règles, ben, on ne rentre pas ou on est sanctionné et on doit modifier son comportement pour pouvoir venir évidemment sur notre marché. Alors c'est vrai évidemment pour les grandes entreprises américaines, les GAFA, c'est vrai aussi pour les autres, c'est vrai pour les Singapouriens, c'est vrai pour les Chinois, c'est vrai pour les Européens. Et c'est vrai pour nous-mêmes d'ailleurs. C'est vrai pour nous-mêmes. Alors, en un mois de temps, puisque c'est appliqué depuis début mars, il y a déjà eu des changements concrets. On allait dire en quelques jours, il s'en est passé plus finalement sur le marché numérique européen qu'en quelques années. Prenons un exemple, celui de Google, avec tout le monde a pu le constater. Si on fait une recherche sur Google, Google Maps aujourd'hui n'est plus accessible directement. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il n'y a pas de la part, alors je pourrais prendre d'autres exemples sur Facebook qui donne le choix entre payer ou continuer à donner ses données. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, malgré tout, dans la mise en œuvre de ces nouvelles règles, ces géants du numérique ne sont pas forcément toujours de bonne foi? Il y a des enquêtes qui viennent d'être annoncées de nouveau par la Commission sur ces grandes entreprises pour dire attention, maintenant on ne rigole plus, il va falloir vous mettre en conformité. D'abord, c'est pas on rigole plus, c'est tout simplement qu'on est un état de droit. Et donc, je le redis, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup consulté avant d'abord de proposer. Je rappelle que c'est la Commission qui propose ces textes de loi, ces règlements. Ce sont ensuite nos co-législateurs qui vont les voter, le Parlement européen et le Conseil. Tout ça, ça prend énormément de temps, c'est le temps de notre démocratie. Mais par parenthèse, par rapport à la démocratie américaine, nous on avance, nous elle fonctionne. On la critique souvent, la démocratie européenne, mais elle marche. Ce n'est plus le cas aux États-Unis, vous le savez, les États-Unis sont totalement bloqués depuis maintenant plusieurs années avec un système bicaméral qui est orthogonal et qui bloque évidemment toute évolution. Mais est-ce qu'on cherche à vous contourner finalement? Mais non, personne ne cherche à nous contourner. On a maintenant des équipes extrêmement performantes. On a passé beaucoup de temps en amont, moi-même, mes équipes, à aller voir l'ensemble des grandes plateformes qui seraient régulées. Vous parlez en particulier du DMA, j'imagine, mais on l'a fait aussi pour le DSA. Donc on leur a expliqué, mes équipes ont été à leur disposition. C'est vrai qu'il y a eu de la résistance au début. Ah ben non, ça va aller contre l'innovation. Ah ben non, ça va isoler l'Europe. Ah ben non, finalement, on ne va pas venir. Oui, bien sûr, c'est un peu compliqué de changer ou d'adapter ces règles. Ça coûte un petit peu d'argent. Mais à la fin, Philippe Mabille, ils le font tous. Ils le feront tous. Oui, mais pour l'utilisateur aujourd'hui, Google ne propose pas, il aurait très bien pu proposer d'autres services de géolocalisation, dont le sien. Ce n'est pas la démarche qu'il a choisie, donc il nous complique un peu la vie au travers de ces réglementations. Alors il y a eu avec certains, je ne vais pas les citer, un petit peu ce type de rêve. Il y en a d'autres aussi qui est représenté par un fruit qui a été, voilà, on a eu pendant un moment ce type de. Alors je dis pas que c'est du chantage, mais il y a eu de la part de certaines équipes ce type de réaction. Et puis finalement, je l'ai dit moi-même, du reste, il n'y a pas longtemps, ben, en 10 ou 12 jours, ils ont plus évolué. Je pense en particulier à ceux que je viens de citer indirectement que pendant les 10 dernières années. Parce que finalement, au fond. C'est quoi? C'est la peur des sanctions? Parce qu'elles sont lourdes Non, quand mais même, c'est pas oui, mais c'est aussi la nécessité. Ce sont des entreprises cotées, c'est des entreprises qui sont donc respectables, respectées. Elles doivent faire en sorte qu'elles respectent la loi là où elles sont. Au-delà des sanctions, il y a tout simplement la nécessité de respecter la loi. Et toutes ces entreprises dont on parle, bah, finalement, quand elles ont bien compris la loi, et c'était mon rôle de leur faire comprendre, bah, elles le respectent. Parce qu'au fond, ils n'ont pas envie non plus de se mettre en contradiction avec cette loi. Alors bien sûr qu'il y a des sanctions, 10% du chiffre d'affaires, 20%. Si jamais ça continue, c'était quelque chose avec laquelle j'avais un petit différend avec Margrethe Vestager. Moi, je voulais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire dire que si jamais ils continuaient, on avait la possibilité, y compris de proposer des break-up, comme on dit dans notre jargon. Un démantèlement. Un démantèlement. Donc cette sanction-là, elle existe. Évidemment, c'est la sanction ultime. Je souhaite vivement qu'elle ne soit jamais appliquée. Mais voilà, c'est la vie. À partir du moment où les dommages à l'économie, les dommages aux entreprises, les dommages à nos concitoyens peuvent être très importants, voire considérables. Si jamais on ne respecte pas cette loi, il faut avoir les moyens de la faire appliquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle européen de régulation, plus offensif, il est en train d'être regardé partout dans le monde. Je voyais hier une dépêche disant que la Californie, vous parliez des États-Unis où il y a quelques difficultés politiques, mais la Californie, comme le cœur de la Silicon Valley, envisage de mettre en œuvre les réglementations européennes, notamment celles sur l'IA Act, en considérant que finalement, on a raison d'apporter aujourd'hui un certain nombre de garde-fous. Comment vous prenez cette
Deux éléments de réponse. D'abord, c'est vrai, j'étais moi-même en Californie lorsque la gouverneure de Californie m'a indiqué qu'elle était prête c'est la vice-gouverneure, vraiment à faire cette démarche. On les a beaucoup aidés. On a ouvert du reste maintenant à San Francisco un bureau de représentation de la Commission européenne. Et donc on est en interaction avec les autorités californiennes. Encore une fois, je voudrais leur dire avec beaucoup de simplicité, on n'est pas là pour, on n'est pas des évangélistes. On est là tout simplement pour faire notre travail de politique. Moi, je suis un politique, par définition, puisque je suis un commissaire. Et mon rôle, c'est tout simplement dans le champ de responsabilité qui est le mien, d'essayer de proposer des lois pour améliorer la vie de nos concitoyens. Et je l'ai fait dans l'espace informationnel. Alors ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup de résistance, de lobby, vous le savez mieux que quiconque. Mais c'est normal. À partir du moment où on a réussi à le faire, on a essayé de trouver un compromis entre aussi nos deux co-législateurs. Et si on l'a fait, c'est parce qu'on a énormément travaillé, encore une fois, avec l'ensemble des parties prenantes, des stakeholders. Si jamais ça peut être utile, tant mieux. Et on essaiera de faire partager effectivement nos difficultés, la façon dont on a envisagé les choses, pourquoi on l'a fait. Au fond, on n'est pas très éloigné. Avant-hier, je tenais aussi le sommet numérique entre l'Europe et, on appelle ça le Digital Partnership avec la Corée du Sud. On est assez proche aussi en matière de façon de voir les choses, d'état de droit, de démocratie. On le fait aussi avec le Japon, on le fait aussi avec le Canada. Donc on peut dire qu'on a créé un modèle de réglementation. Mais en tout cas, on est les seuls à l'avoir fait. Alors, est-ce que c'est un modèle? Il sera, comme toutes les lois, elle sera peut-être perfectible. On est les seuls à l'avoir fait. Et en tout cas, je vais vous donner un deuxième élément de réponse. Il y a quelques mois de cela, le numéro 2 du département d'État américain est venu me voir et elle m'a dit, Mr. Commissioner, I would like to tell you thank you. J'ai dit, bon, pourquoi? Thank you for everything you have done with the DSA and the DMA. Ah bon, c'est sympa parce que j'ai pas toujours été le sentiment d'avoir été par votre gouvernement. Ce sont mes amis. Mais enfin, ils ont toujours, je me souviens quand même, non, commissaire, non, il ne faut pas faire ça. Bon, oui, mais OK, but we were wrong and you were right and it's helping us now. Ça nous aide maintenant parce que au moins ça leur sert d'argument pour eux-mêmes. Ça nous aide pourquoi? Sur leur propre parce marché. Que c'est ce que j'ai souvent dit moi à mes interlocuteurs. À partir du moment où on trouve un bénéfice pour le consommateur, un bénéfice pour l'environnement dans lequel on opère, vous allez devoir faire des investissements, évidemment pour le faire. J'en suis conscient. Mais si ces investissements vont vers une meilleure qualité de service et au fond un meilleur rôle que vous jouez par rapport à l'environnement dans lequel vous opérez, vous êtes des acteurs très importants pour notre vie économique, notre vie sociale et notre démocratie, si vous faites l'investissement et que ça en bénéficie à d'autres, tant mieux. Deux mots sur l'IA Act, parce qu'on a parlé des lobbies un petit peu. Les lobbies étaient également sur le marché européen, voire même français. Vous avez pu les rencontrer. Même le président de la République a dit attention en matière d'intelligence artificielle, il ne faudrait pas que la réglementation ou qu'une surréglementation nous empêche, nous, Européens ou Français, de créer des champions français ou mondiaux. Dans cette polémique, il y a un débat, alors c'est très technique, sur la limitation des modèles à 10 puissance 25 flops. Alors je ne suis pas un informaticien, chacun fera ses calculs, mais c'est effectivement une mesure de la puissance de l'entraînement de ces modèles. Est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous avez posé comme cadre est un cadre pour le moment présent, mais qui pourra évoluer dans l'avenir, sachant que sur l'intelligence artificielle, on est dans un domaine qui change très vite? Deux choses. D'abord, quand nous avons travaillé sur ce règlement, c'était vraiment pour limiter les risques et bien définir pour que tous ceux qui veulent venir investir en Europe et développer leurs modèles, développer leurs applications, sachent au fond, sans qu'il y ait plus de problème, à qui appartiennent les données, comment on le fait, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, est-ce que je vais me faire rattraper par telle ou telle législation, est-ce que je vais risquer des class actions, etc. Nous, on s'est dit, on va faire un règlement très simple qui était, comme on dit dans notre jargon, risk-based, c'est-à-dire qui était vraiment fondé sur l'analyse des risques et les limitations des risques. Il y a des choses interdites, on en a souvent parlé ensemble, y compris à Marseille, le social scoring, c'est-à-dire le fait d'utiliser vos données pour vous dire que vous avez le droit de faire ci ou faire ça dans votre vie, ça c'est interdit. Le recrutement, en données de santé, vous avez des données, des datasets qui doivent être assez particulières. Donc on a qualifié sur la mobilité, il y a un certain nombre de contraintes à respecter. Donc en fonction des risques, on a tout simplement mis uniquement des guidelines pour bien spécifier comment fonctionner. On a proposé ce texte comme ça. Le Conseil, qui est donc parce qu'encore une fois, la Commission propose. Le Conseil européen, qui est notre Sénat en quelque sorte,
l'amende et le vote, le Parlement européen, qui est notre chambre des représentants, si je prends cette analogie, l'amende et le vote. Le Conseil l'a amendé et le voté, et puis le Parlement a rajouté une dimension supplémentaire sur les modèles foundation model, les modèles notamment d'intelligence artificielle générative. Et là, on a changé d'une logique qui était une logique de risque à une logique un peu technologique. C'est pas ce qu'on m'avait proposé, mais je suis obligé d'écouter moi mes co-législateurs. C'est pas moi qui fais. C'est un compromis, quoi. C'est pas ça. C'est qu'encore une fois, les co-législateurs, c'est leur prérogative, ont le droit évidemment. Alors, ils avaient commencé à réguler l'intégralité de la chaîne. On a ensuite essayé au cours des trilogues donc de rendre ça acceptable pour que précisément ça ne puisse pas obérer la recherche, l'innovation, etc. Revenir le plus près possible du texte originel, qui était celui que j'avais proposé, qui n'intégrait pas effectivement donc une régulation technologique, mais uniquement une régulation par risque. Mais encore une fois, c'est notre démocratie, il faut l'accepter. Et donc, c'est pour ça que le trilogue a duré, c'est le plus long trilogue dans l'histoire de nos institutions, depuis que l'Europe existe. Il a duré 38 heures d'affilée, parce qu'il m'a fallu, je suis dans ce cas-là, comme on dit dans le jargon, honest broker. J'ai à ma gauche l'ensemble des représentants du Conseil, à ma droite l'ensemble des représentants du Parlement, et puis j'essaie de faire en sorte qu'ils trouvent un compromis. C'est un peu notre navette parlementaire, mais un peu plus grand. Et on a trouvé un compromis pour garder l'esprit originel de la régulation, aller dans le sens que ce que disait le président de la République, éviter qu'il y ait trop de régulation technologique pour que celle-ci puisse venir s'exprimer en toute liberté en Europe. Pas de contraintes sur tout ce qui est en open source, pas de contraintes sur toutes les innovations, et uniquement quelques éléments complémentaires pour les très très larges modèles. Vous avez rappelé 10 puissance 25 flops, ça concerne que 2 modèles aujourd'hui dans le monde. On a ensuite un AI Office qui est dans mes services, qui est maintenant en train d'être créé, qui va permettre, qui est entouré aussi par un AI Board scientifique. Donc, on va analyser tous les 6 mois ce qui se passe. On pourrait éventuellement faire monter éventuellement. Donc, il y aura une forme de pragmatisme en fonction de l'évolution. Bien entendu, mais on a ces règles, elles sont là, et je pense qu'on a trouvé un très bon compromis. Aucune contrainte pour tout ce qui est innovation, aucune. Donc, en revanche, que vous soyez européen ou non européen, et si vous avez sur le marché européen, vous voulez offrir vos services à des modèles très 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 puissants, et donc qui peuvent avoir un impact systémique, parce que c'est, je dirais, la contrepartie de pouvoir rentrer sur un marché aussi large de 450 millions de consommateurs. Quand vous devenez systémique, il faut quelques régulations supplémentaires. C'est le cas notamment de la banque, c'est le cadre évidemment des très grandes plateformes, c'est le cas des très larges modèles. Donc c'est assez limité, mais il y a quelques contraintes supplémentaires pour éviter que si jamais il y avait un problème, compte tenu de l'ampleur de notre marché accessible, il y ait un risque systémique. Voilà, et je crois qu'on a vraiment trouvé un bon compromis. J'ajoute aussi qu'on a rajouté un certain nombre de services supplémentaires. On va offrir notre réseau Euro HPC, donc des 9 supercalculateurs connectés le plus puissants au monde pour que les startups puissent entraîner leurs modèles. Ils n'ont pas besoin de passer comme ça par d'autres entreprises auxquelles elles sont associées directement ou indirectement pour bénéficier de leur puissance de calcul. Voilà. 2 mots sur ce qui reste à faire. On a un peu parlé des data. Vous parlez de ce marché de 450 millions de consommateurs. Alors, si on doit parler de reconquête par l'Europe de son marché numérique, on voit bien que c'est par la data probablement qu'on a des choses à faire. On n'a pas encore de marché commun de la data. Il y a un projet de Data Act qui doit... Non, qui arrive. Et non, le Data Act est fait, il est passé. Est-ce que sur la data, vous pensez que c'est le creuset d'une véritable reconquête de l'Europe dans le numérique? Parce que c'est nous qui avons ces données, elles nous appartiennent. Ça a été tout mon fil directeur, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit maintenant, on a vraiment un marché unique de 450 millions de consommateurs, évidemment, et toutes nos entreprises. Donc, toutes ces règles dont je viens de parler, ces règlements, sont des règlements donc, qui sont communautaires et qui sont donc globaux, qui s'appliquent à tous, y compris le Data Act. Donc, tout ça, évidemment, c'était orienté sur le fait de mieux utiliser nos données et sans qu'il y ait, je dirais, de risques de contestation et de risques juridiques associés. Si on se projette, il va y avoir des élections, une nouvelle commission, un nouveau Parlement, une nouvelle commission. Si on se projette un peu, qu'est-ce qui reste à faire d'après vous? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu le temps de faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Deux choses. D'abord, toujours sur le marché intérieur, vous voyez que le marché intérieur devient vraiment un instrument extrêmement important, y compris en matière de régulation, y compris en matière de concurrence ex ante. On contrôle maintenant l'adéquation entre nos règlements et je dirais l'agissement des acteurs avant de rentrer
plutôt qu'après. On n'est plus en ex post, mais en ex ante. On a vu que je dirais que notamment pour la concurrence, tout ce qui était ex post, ça marche difficilement parce que derrière il y a des armées d'avocats, ça prend du temps, le dommage il est fait, et c'est 3 ans après qu'on a éventuellement les conclusions, les sanctions éventuelles, les appels à Luxembourg. Enfin, tout ça prend un temps fou et ça ne règle pas le problème, alors que ex ante, c'est l'application immédiate. Donc c'est vraiment le marché intérieur qui va devenir un instrument extrêmement important pour qu'il soit encore plus opérationnel et plus compétitif. D'abord, les infrastructures, parce que pour pouvoir supporter, bénéficier de tout ce que je viens de décrire, évidemment les données, l'usage des données, il faut avoir les infrastructures. Et les infrastructures de télécommunication aujourd'hui, je le dis clairement, je l'ai dit à Barcelone il n'y a pas longtemps, ne suffisent plus. On est en retard sur nos réseaux, on est en retard sur nos infrastructures. Elles se dégradent? Non seulement ça se dégrade, mais elles ne sont pas adaptées. Il faut maintenant, c'est évidemment des network as a service. Bien sûr, c'est du edge computing partout maintenant dans les réseaux. C'est évidemment beaucoup de l'investissement dans les infrastructures. De l'investissement, du software, de l'intelligence, véhiculer des API. Enfin, tout ça change complètement. Et on a des infrastructures qui sont encore régulées du temps de la directive qui date de 2000, où finalement, elle était faite pour que les incumbents puissent ouvrir leur réseau de cuivre. Donc tout ça, c'est un peu daté. Donc ça, c'est la première chose. On a appelé ça le DNA, Digital Network Act. Donc là aussi, j'ai fait une large consultation. On a commencé à proposer donc, ce qu'il conviendrait de faire. J'espère que ce sera pris par mon successeur. On verra qui c'est. Peut-être moi, on ne sait jamais, mais ou un autre. Enfin, ça vous intéresse? En tout cas, non mais. Moi, on m'a dit que vous intéressiez beaucoup à la concurrence aussi. Voire à la présidence. Non, c'est un peu old-fashion, la concurrence. La concurrence, c'est hérité plutôt du temps où les Anglais étaient très présents. Maintenant, on a changé. Vous voyez, c'était un peu ex post. Est-ce qu'on pourrait avoir un président français de la Commission? Maintenant, on est plutôt dans une logique où on fait plutôt de la concurrence ex ante. C'est plus efficace, ça marche beaucoup plus vite. Et c'est de la concurrence marché intérieur. L'autre point, c'est le marché intérieur des capitaux. C'est très important. Alors ça, mais comment le faire? Parce que tout le monde dit ça marche pas, on n'arrive pas à trouver d'accord. Quand je suis arrivé, tout le monde disait... On le fait à quoi? Est-ce qu'on peut le faire avec un petit groupe de pays? Oui, on disait aussi que ce sera important de faire une régulation globale sur le numérique. Ce sera impossible, Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, il faut d'énergie, il faut des... Impossible n'est pas breton. Et vous avez compris que même pour le faire, c'était pas obligé d'avoir un président français à la tête de la Commission, on peut le faire aussi, hein. Ça répond à votre question. Impossible n'est pas breton? En tout cas, impossible à nul n'est tenu. Et moi, mon travail, c'est en permanence de trouver des chemins ensemble. Le maître mot, c'est ensemble. C'est ça, je dirais, la façon dont il faut, l'état d'esprit avec lequel il faut travailler à Bruxelles. C'est vraiment en travaillant ensemble. Et comme je vous le dis, à quelques places où on est, à partir du moment où on a un petit peu de vision, on essaie de mettre un peu d'énergie et puis peut-être un peu de leadership, on peut y arriver. Dernier mot sur ce marché européen. Si vous vous projetez à 5-10 ans, vous pensez qu'effectivement des champions européens pourraient, grâce à tout ce qui a été posé, tous les jalons que vous avez posés, on va les voir émerger? Mais évidemment, on a des compétences absolument extraordinaires en Europe. On a des infrastructures qui vont être extraordinaires. Je parle en particulier, par exemple, de la mise à disposition de nos puissances de calcul. Et ce qui nous manque, voilà, je le dis, ce qui nous manque, c'est d'avoir un marché des capitaux qui accompagne les startups, les scale-up, les licornes. C'est ça qui nous manque. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir aussi mettre, si vous permettez cette expression, le paquet pour le prochain mandat. Il y a quelques années, Emmanuel Macron était venu sur cette scène. Il était ministre de l'économie, ça lui avait porté chance. J'espère que ça vous portera chance d'être venu nous voir cet après-midi, cher Thierry Breton. Merci encore. Merci pour cette interview. Merci.